Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui franchit les 7100 points avec deux dossiers qui se distinguent aujourd'hui, le dossier Airbus et le dossier BNP Paribas à mi-séance. Airbus qui profite d'une commande record post-Covid. Le CEO d'Airbus estime que le groupe est en train de commencer à voir le bout du tunnel, le début de la lumière après le tunnel Covid, et c'est vrai que la commande enregistrée par Airbus au Dubai Air Show montre que les affaires reprennent avec des compagnies aériennes qui sont en train d'accélérer le renouvellement de leur flotte, notamment pour des questions d'efficacité en matière de consommation. Airbus qui a ainsi engrangé une commande pour 255 A321, commande passée par Indigo Partners pour le compte de ses compagnies clientes. Le montant de cette commande est estimé à plus de 30 milliards de dollars prix catalogue. Et puis BNP Paribas qui est en train de s'envoler à mi-séance sur des informations de l'agence Reuters, des informations exclusives qui rapportent que BNP envisagerait une cession de sa filiale américaine Bank of the West. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais le titre BNP Paribas réagit très positivement à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Semaine technique avec l'échéance mensuelle attendue ce vendredi. Le plan de trading, bien sûr, sera retrouvé dans quelques instants avec les équipes de Bourse Direct. Et puis, parmi les grandes nouvelles attendues cette semaine, les ventes au détail américaines qui marqueront toujours un baromètre en matière de consommation avant la période de fin d'année qui reste une période clé. Ce sera la semaine prochaine que se dérouleront les fêtes de Thanksgiving aux États-Unis et puis événements à suivre également sur le plan politique, géopolitique mondial dans le sillage de la COP26, le rendez-vous en visioconférence entre Joe Biden et Xi Jinping qui se tiendra cette nuit. « 7100 points et plus rien n'arrête le CAC 40 après 6 semaines consécutives de hausse. Le point à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Une légère progression, mais de la prudence surtout à la Bourse de Paris. Les bons indicateurs chinois ne suffisent pas à tirer la tendance. L'inflation et le risque de resserrement monétaire imminent de la part des banques centrales polarisent l'attention des marchés. En Chine, donc, des chiffres supérieurs aux attentes nous parviennent. La production industrielle a progressé de 3,5% sur un an en octobre et les ventes au détail de 4,9%. On relève aussi que les prix de l'immobilier ont diminué de 0,25% le mois dernier, soit leur deuxième repli consécutif, d'autant plus de pression sur le secteur donc, alors que les principaux promoteurs du pays peinent à honorer le versement des intérêts de leurs emprunts. Christine Lagarde a répété ce matin que l'inflation à moyen terme devrait rester en dessous de l'objectif de la BCE et d'ajouter que les tensions sur les prix devraient diminuer cette année. Ce soir, heure américaine et mardi matin, heure chinoise, pour la troisième fois, les présidents américains et chinois doivent s'entretenir en visioconférence. Cette fois, une rencontre virtuelle présentée comme un sommet. Taïwan, droits de l'homme et commerce seront à l'ordre du jour alors que les relations sont au plus bas entre les deux pays. Cette semaine, d'autres facteurs viendront donner le là. Les résultats trimestriels des grands noms de la distribution américaine comme Walmart et Home Depot, mais aussi Target et Macy's. Les deux principaux rendez-vous macroéconomiques du jour concernent la balance commerciale de la zone euro en septembre parue ce matin. Elle passe de 9,7 milliards en août à 6 milliards en septembre. Et plus tard dans la journée sera publiée l'enquête manufacturière de la Fed de New York pour le mois de novembre. Côté valeur, le nouveau record d'Hermès soutient la tendance, tout comme la hausse de Total Energy, elle-même tirée par une note d'UBS. Et puis une belle progression pour Airbus au premier jour du salon aéronautique de Dubaï. L'avionneur a enregistré la commande de 255 A321. Le montant de la commande s'élève à 33 milliards de dollars. Une chaîne d'assemblage sera opérationnelle à Blagnac fin 2022. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Chaque lundi, le plan de trading pour discuter des enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau évidemment. Bonjour Romain, bienvenue, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Semaine d'échéance, évidemment une échéance alors qui sera très positive. J'ai regardé le 15 octobre dernier, donc jour de la dernière échéance, on était à 6700 points sur le CAC, on est à plus de 7100 points, ce qui laisse entendre que l'idée d'une consolidation est peut-être derrière nous désormais, Romain. Alors une consolidation marquée, un peu appuyée, manifestement, on a passé le cap. On a passé le cap. Clairement, il y avait ce niveau d'inflexion autour de 6800 points et sur les plus hauts annuels sur les indices américains, qui pouvaient être des niveaux d'inflexion avec des signaux techniques possibles de baisse. La probabilité a été invalidée, clairement. Et voilà, le marché retrouve de l'intérêt, retrouve de la force, de l'intérêt sur les marchés dérivés. Intéressant de noter que on a presque enjambé le mois de novembre en termes d'intérêt sur le futur CAC 40, puisque l'intérêt a été construit sur décembre directement. C'est-à-dire que la position verte n'a quasiment pas bougé sur le mois de novembre à quelques milliers de contrats près chaque jour en fonction de la spéculation. Mais globalement, l'intérêt a été transféré tout de suite sur décembre. C'est-à-dire que les opérateurs ont décidé de vraiment sauter le pas et donc de construire avec un intérêt qui reste moyen, mais qui est pas nul, mais qui est un peu inférieur à ce qu'on connaissait avant la pandémie, de l'ordre de 20% de moins encore. Bon, ça s'étoffe un peu régulièrement, mais c'est toujours le cas. Et puis cette complaisance qu'on avait sur les options, qui était vraiment assez marquée, assez visible, et bien pareil, alors que le marché avait bien progressé, les jours de moindre accélération étaient utilisés pour renforcer les niveaux de couverture, qui le sont. Alors ils ne sont toujours pas des niveaux de couverture qu'on avait il y a quelques mois, avec 2 options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie, mais quelque chose de un peu supérieur. On a des ratios qui dépassent 1,20 pour l'instant, ce qui veut dire qu'on aborde cette semaine de façon prudente, raisonnablement prudente. Donc il y a un optimisme, mais qui n'est pas un optimisme béat du tout, quelque chose de construit, et puis des volumes qui sont venus accompagner les derniers mouvements de hausse et les accélérations baissières en fin de semaine, pas dernière mais semaine précédente, pour indiquer qu'il y avait du soutien. Est-ce à dire, Romain, que ceux qui attendaient un retour à 6003, 6004 sur le CAC 40 se sont vus obligés de rentrer sur des niveaux bien supérieurs pour accompagner la hausse ? Sûrement pour partie, ça doit être le cas. Ils ont dû intervenir, puisqu'on voit que le mouvement s'est fait quelques jours après les déclarations. Alors on sait que pour les gestions, ce ne sont pas des décisions qui sont prises au jour le jour, ce sont des décisions au moins hebdomadaires. Donc la fin de semaine, on l'a noté il y a 15 jours, il y a 10 jours, a été plus étoffée en termes de volume. Voilà. Après, quand on regarde dans le détail, on pourra le regarder, il y a effectivement le retour de la tech chez nous, beaucoup, du luxe évidemment, et pourtant on a des volumes dans le mouvement de hausse qui sont pas ceux du mouvement de baisse qu'on a connu précédemment. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a une fin de pression baissière et qu'on rentre. Alors il y a de l'intérêt, c'est clair, mais on a quand même cette petite dissymétrie qui est à surveiller sur le secteur du luxe, qui nous rend un peu plus mitigés sur le secteur du luxe. Par ailleurs, oui, il y a intérêt à retrouver sur beaucoup de secteurs. On surveillait Valeo et Renault il y a quelques semaines. Ça repart pas mal, même si on approche des premières cibles déjà. Mais il y a des éléments de construction et d'intérêt. Là, à très court terme, en revanche, l'idée d'une petite consolidation, c'est possible. Je le dis du bout des lèvres. Mais oui, on n'ose plus. C'est vrai que tous les signaux de baisse potentiels sont invalidés. On va le voir sur le futur CAC 40. Il y avait un biseau baissier possible ce matin. On le retrace à nouveau parce que c'est la figure. Hein, je ne m'entête pas. La figure, elle est toujours valable, mais avec quelques points de plus. Ça va bien finir par arriver, oui. Mais au mieux, pour l'instant, ce qu'on vise, c'est une consolidation. Et on dit au mieux, une consolidation qui nous ramènerait aux alentours de 7000 points. Et encore, si elle se déclenche, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il faut qu'on regarde en dehors des indices actions parce qu'un des gros mouvements de la semaine dernière également, c'était la montée du dollar, l'indice dollar, là, qui semble être sorti peut-être d'un canal, ou en tout cas sur le point de sortir d'un canal. Ça se retrouve notamment sur l'euro-dollar, bien sûr, mais si on regarde le dollar seul face à un ensemble de devises, on voit peut-être quelque chose de haussier qui est en train de se mettre en place. Là. Oui, ça s'est mis en place, clairement. On est au sein d'un canal haussier de moyen terme maintenant. On le voit avec les bandes noires qui encadrent les cotations. Et puis, il y avait cette oblique en bleu qui indiquait une probable figure de retournement avec une grosse résistance quand même à 94,62. Et c'est ça qu'on attendait la dernière fois qu'on l'avait évoqué. On pressentait bien qu'il pouvait y avoir une résistance majeure sur ce niveau-là. Et effectivement, on est allé former ce throwback. Donc, ça allait s'appuyer sur la ligne de coup de la figure de retournement en bleu pour rebondir et accélérer et dépasser 94,62. Donc là, le potentiel de hausse est important. Il y a des résistances intermédiaires que j'aurais pu indiquer, mais la grande cible du mouvement, c'est 99,10 sur le dollar. Et c'est très cohérent avec ce qu'on constate là, mais c'est le franchissement de 94,62 qu'on observait, qu'on attendait, qui s'est fait en force et nettement. Et ça, c'est un signe d'un
d'intérêt marqué. Qu'est-ce que ça peut donner comme cible sur l'euro-dollar cette fois? Donc on a une baisse de l'euro-dollar, le dollar monte, l'euro-dollar lui est en train de rebaisser, nettement sous 1,15 ce matin, 1,1450 environ. On partait de 1,20, autour de 1,20 en début d'année, je rappelle, pour donner un peu la perspective. Oui, tout à fait, on avait ça, et on avait cette figure de retournement en épaule-tête-épaule qui laissait des doutes quant à la taille du mouvement, mais manifestement on n'est plus très loin des cibles. Le support intermédiaire c'est un 14,35, c'est normal qu'on travaille au-dessus pour l'instant. Si on le rompt, eh bien, c'est la fin de la figure et on a peu de support avant la zone 1,11, 1,12, 1,12,25, 1,11,04, qui est la cible légitime du mouvement baissier entamé donc depuis maintenant plusieurs semaines et qui renverrait peut-être aussi au-dessus de cette oblique que vous voyez en violet, qui est la ligne de tendance baissière de très long terme, qui avait au moins 4 ou 5 ans et qu'on avait débordé en août dernier, enfin en août il y a plus d'1 an, et qui donc indiquait un mouvement haussier fort théoriquement. Donc là, l'invalidation est claire et le pendant est très clair aussi. Les objectifs correspondent bien d'ailleurs entre les objectifs à 99 sur le dollar et vers 1,11 sur l'euro actuellement. Ouais, intéressant de noter. Alors, malgré le renforcement du dollar, on a des choses positives sur les matières premières et les métaux précieux, notamment l'or, Romain. Ça fait un moment qu'on en parle avec vous. Oui, tout à fait, et qu'on était positionné dessus. Ça fait partie d'une de nos grosses allocations, l'or. Effectivement, ça se confirme. On réintègre le canal haussier de long terme, ça c'est une première chose, et on se bat autour de cette résistance à 1860 $ l'once. On est un peu en dessous ce matin, en tout cas juste en dessous. Le franchissement déclencherait probablement un mouvement aussi assez marqué pour aller chercher non seulement les plus hauts historiques, mais peut-être même des cibles un peu supérieures, autour de 2130 $ l'once. Là, ça se confirme bien, cette grande mèche que vous avez avant la rupture, après la rupture du canal, la réintégration du canal, cette structure de retournement, et puis de l'intérêt, du volume, le contexte actuel et peut-être un retour de prudence aussi sur le marché de recherche d'alternatives. C'est possible que ça alimente aussi ce mouvement-là. En tout cas, on a aussi du côté de la position ouverte un mouvement de hausse qui se met en place, donc du côté de la position nette spéculative qui se met en place et qui ne se dément pas la semaine dernière, encore une fois, sur l'or. C'est un peu moins le cas sur l'argent, ça a débaissé un petit peu, mais la structure est différente sur l'argent, mais le mouvement est important aussi et donne des niveaux cibles importants. Donc au-dessus de 1860-1884 $ l'once, il y a probablement une accélération baissière complémentaire intéressante pour aller chercher au moins 1977 tout de suite. Bon, on verra si ça correspond avec un peu plus de prudence de la part des opérateurs et des investisseurs aujourd'hui. Quand on en revient aux indices actions, que dire notamment du S&P 500, Wall Street, qui a été un peu plus faible la semaine dernière peut-être, Romain? Oui, on voit, j'ai zoomé là cette fois-ci sur le S&P en journalier pour qu'on voit bien les tenants aboutissants. On avait rompu le canal haussier de long terme. On l'a réintégré, on oscille autour en fait pour l'instant et on est proche d'une zone cible qui était 4720, on est monté à 4719. On a quasiment fait on a fait dépasser l'objectif sur le S&P. Maintenant on voit qu'il y a un peu d'hésitation autour de ce niveau de 4660, donc ce sera notre alerte intraday, on va la surveiller pour la semaine. Il n'y a rien de méchant jusqu'à 4546. Ce qui va être l'enjeu, c'est de réintégrer le canal haussier et de déborder 4720. Vous avez des cibles au-delà, pourquoi pas. Maintenant c'est on peut se demander quels vont être les drivers, les moteurs pour aller chercher ces éléments complémentaires. La saison des publications touche à sa fin aux États-Unis. On peut peut-être consolider un peu, au moins à plat. En tout cas, pas d'alerte, pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Ouais. Consolidation attendue mais difficile. Est-ce que c'est toujours le même sujet pour les indices européens? Si on regarde l'Eurostoxx, le futur CAC 40, là, quels sont les enjeux techniques pour nos indices européens aujourd'hui, Romain? Pour l'Eurostoxx, on est sorti de la même façon que sur l'indice parisien d'un triangle symétrique. La première cible, et on ne l'a pas tout à fait atteinte sur l'Eurostoxx, on ne doit pas en être très loin ce matin, mais est à 4389. On a buté sur un niveau intermédiaire à 4364. La première cible, donc, elle est assez proche maintenant, donc d'où l'idée d'une possible consolidation, je ne parle pas d'un retournement, temporisation du marché quelque temps, avant d'aller chercher pourquoi pas la cible 2 située à 4459, il y a un gros niveau de résistance à 4500, et puis la borne haute du canal haussier de long terme derrière, en objectif pourquoi pas ultime dans ce mouvement qui reste fort, même si, encore une fois, peut-être dans la semaine et pour des questions techniques, on pourrait consolider un peu. Oui, une latéralisation après 6 semaines de hausse consécutive, notamment pour le CAC 40, où effectivement ça paraîtrait légitime. Ça paraîtrait pas complètement inapproprié. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire du futur CAC là, sur un graphique en 14 heures journalier, Romain, sachant que c'est la semaine de l'échéance, donc l'expiration du futur CAC ce vendredi.
Tout à fait. Donc, voilà, on a cette structure en haut de marché qui est un biseau ascendant qui est très propre. Je l'ai retracé par rapport à celui de vendredi soir, puisque on a débordé celui que j'avais proposé vendredi soir. Je m'entête pas encore une fois sur la structure, c'est simplement qu'elle existe toujours. Ouais. Elle est juste réajustée. Et donc la borne haute est un peu plus haute. C'est le point qu'on a été formé ce matin aux alentours de 7120. Et donc ce risque sous 7095 d'une petite consolidation qui est toujours pour un biseau ascendant de l'ampleur du biseau, c'est-à-dire 7000, aux alentours de 7000, qui est le pied du biseau. Maintenant, la pulsion de fond, elle reste haussière. On est allé chercher 7095, c'était la deuxième cible qu'on avait donnée du mouvement haussier entamé en octobre. Le premier, c'était 6991. On l'a débordé, préservé sans jamais le retoucher. 7095, on se dit qu'on pouvait marquer une pause. Manifestement, le marché a l'air de décider autrement dans l'immédiat et de s'installer au-dessus de 7095. Si on déborde ce niveau-là, et surtout 7138, c'est la cible ultime, la troisième, 7222, qu'on pensait peut-être pour un peu plus tard, mais qui après tout est le chemin. On est peut-être obligé d'accélérer un petit peu le calendrier de ce point de vue. Manifestement, peut-être Noël avant l'heure. Bon. On verra effectivement, c'est l'ambiance de fin d'année qui commence désormais sur les marchés, des marchés qui restent très positifs. Un point à noter également, Romain, il faut peut-être se réintéresser à la Chine. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder à nouveau les indices chinois aujourd'hui ? Il y a pas mal d'éléments qui nous incitent à les regarder, notamment en termes de, j'utilise souvent la force relative. Alors, les indices chinois, certains en tout cas, moi je les prends sous forme de panier sectoriel, et là c'est donc des entreprises leaders chinoises, donc, notamment composées de Tencent et d'Alibaba, sont moins sous-performantes, elles bougent un peu. L'indice lui-même a arrêté de baisser et il est peut-être en train de former une structure de retournement haussière en tête-épaule inversée que vous voyez là. Alors c'est un des indices que j'ai pris, mais tous ceux qui sont composés de Tencent et d'Alibaba donnent des signaux. Donc en zoomant, effectivement, en allant voir ces valeurs, on se dit qu'elles sont peut-être en train de se retourner. Il y a un peu de volume dans les pôles de rebond. Et puis c'est une semaine de consommation, comme vous le disiez. Il y a beaucoup d'éléments de ce côté-là. Et donc Alibaba publiera notamment ses résultats. Et Alibaba publie jeudi. Après la journée des célibataires, avant les fêtes de fin d'année, etc. Ouais, exactement. Et les chiffres de la consommation étaient bons. Publié cette nuit étaient bons en Chine aussi. Et donc ça a cette possibilité de retournement aussi. Donc c'est pour l'instant sous surveillance. Il faudra franchir 126,50 sur le produit. Et donc pour aller confirmer un mouvement de 11 à 12% selon les produits, selon les indices. On a un peu le même genre de structure aussi à Hong Kong. Et donc peut-être un petit mouvement à accompagner compte tenu de tous ces éléments pour les jours ou semaines qui viennent. Bon, la Chine qui revient peut-être dans les radars à confirmer, mais effectivement à suivre après une année compliquée évidemment pour les marchés actions chinois et les grandes valeurs technologiques chinoises. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, on vous retrouve vendredi, ce sera donc l'échéance. Les trois sorciers seront avec nous à 17h ce vendredi dans Smart Bourse. Romain Daubry qui est avec nous en plateau ce lundi à la mi-journée, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et parlons des enjeux américains pour l'économie américaine, notamment avec Thomas Koster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est un chiffre assez impressionnant quand on regarde le marché du travail américain. Il n'y a jamais eu autant de taux de démission volontaire dans les entreprises aux États-Unis. On a vu les chiffres du mois de septembre qui montrent que 4,4 millions d'Américains ont quitté volontairement leur travail en septembre en l'occurrence. Donc aux États-Unis. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce chiffre, ces démissions volontaires qui sont un indicateur intéressant justement sur le marché du travail ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les économistes américains considèrent que cette phase actuelle, c'est la phase de la grande démission. C'est justement que les gens, il y a une forte mobilité, on va aussi vers des postes avec d'ailleurs d'autres avantages sociaux, mais aussi des salaires plus élevés, parce qu'on voit que pour ceux qui bougent de poste, les salaires sont en forte hausse. Je pense que ça rappelle la toile de fond qui est celle d'un marché du travail américain qui se porte très bien à mon avis, au niveau cyclique, mais aussi qui a des gros problèmes structurels. Je rappelle qu'à mon avis, il y a un peu un embouteillage dans ce marché de l'emploi à cause de raisons structurelles. Alors il y en a plusieurs. On a notamment eu beaucoup de départs à la retraite. Il y a aussi assez peu d'immigration aux États-Unis pendant la période du Covid. Or, on sait que l'immigration, c'est un peu l'huile dans les rouages du marché du travail. Mais il y a aussi potentiellement d'autres facteurs sociaux et culturels en particulier. Voilà, il y a une nouvelle attitude par rapport au travail, y compris chez les jeunes.
Bref, tout ça fait que le marché du travail est compliqué. On a quand même des pressions salariales qui sont assez élevées. Mais ce n'est pas, pour l'instant, le diagnostic de la Réserve fédérale qui a plutôt tendance de penser que c'est de la fragilité, qu'il y a potentiellement encore une fragilité cyclique sous-jacente du marché de l'emploi. Mais cette fragilité, moi je dois dire, on a de plus en plus de mal à la trouver. Oui, c'est l'idée qu'il y a une extrême prudence encore du côté de certains officiels de la Réserve fédérale américaine, Thomas. Plus que de nécessaire, voilà, peut-être. Si on regarde des statistiques, donc vous avez à l'heure actuelle plus de 10 millions de postes à pourvoir, plus de 10 millions de postes à pourvoir, et vous avez environ 7 millions de chômeurs. Donc voilà, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Si on devait avoir une augmentation de l'emploi de 500 000 par mois, on est très très loin du compte. On est encore dans un marché du travail qui potentiellement pourrait avoir de nouvelles tensions, en tout cas sur les salaires. Ouais. Est-ce que cette prudence, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours beaucoup de politique aussi quand on regarde la Banque centrale américaine, est-ce que cette prudence extrême de la Fed à ce stade, est-ce qu'elle peut être liée au fait que Jérôme Powell n'a toujours pas été officiellement reconduit par Joe Biden? On est le 15 novembre aujourd'hui, Thomas. Je pense qu'en partie, ça peut l'expliquer. On a l'impression que Joe Biden ne nous dit pas tout. Et en tout cas, il ne nous dit pas tout sur la potentielle fonction de réaction de la Fed l'année prochaine, parce qu'on sait tous que l'inflation quand même risque de rester élevée, en tout cas en début d'année prochaine. On voit bien que les goulets d'étranglement sont loin de s'estomper dans ces chaînes de production. Donc on a quand même des risques inflationnistes plutôt à la hausse, en tout cas pour 2022. La Fed d'ailleurs devra mettre à jour ses propres prévisions au mois de décembre. Ça va être un moment délicat parce qu'il va falloir réviser à la hausse et assez fortement, notamment les prévisions d'inflation pour 2022. Ce serait important que Jérôme Powell soit reconduit avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, la dernière de cette année 2021, Thomas? En tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça met autant de temps pour annoncer cette nomination. Alors, un facteur qui peut jouer en la faveur de Jérôme Powell par rapport à d'autres en lice, c'est que le sujet inflation est devenu un sujet politique aux États-Unis. On voit quand même de plus en plus de membres du Congrès s'inquiéter de l'inflation. Or, Jérôme Powell, potentiellement, pourrait être un peu plus en mesure de prendre des mesures monétaires pour lutter contre l'inflation. Et donc, quelque part, l'inflation pourrait aller un peu plus faire pencher la balance vers une renomination de Jérôme Powell. L'autre chose, c'est qu'il y a en fait beaucoup de postes à la Réserve fédérale à pourvoir. Il y a notamment le poste de vice-président pour la régulation bancaire, aussi de vice-président, puisqu'il y a Richard Clarida qui va partir certainement. Aussi pas mal de postes dans les Fed régionales. Donc il y a peut-être aussi l'idée de faire bouquet de nominations qui passerait comme ça d'une seule traite au Sénat. Si on en vient aux consommateurs américains, donc les travailleurs, les salariés sont en pleine confiance, ils démissionnent pour trouver mieux ailleurs. L'inflation est là pour durer et surprend encore à la hausse. Donc au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du comportement du consommateur américain? On aura les ventes au détail pour le mois d'octobre qui seront publiées cette semaine, demain je crois, Thomas, et puis surtout la période de fin d'année qui va commencer avec Thanksgiving la semaine prochaine aux États-Unis. Est-ce qu'on peut attendre une consommation de fin d'année qui soit plus que correcte aux États-Unis? Oui, alors on a un peu des signaux dissonants du côté de la consommation américaine, parce que comme on le sait tous, la confiance des consommateurs américains est assez faible, voire même continue de voir une baisse. Alors ça, c'est certainement, je pense, une amplification des peurs autour de l'inflation. Je pense que le vrai indicateur, en tout cas celui que je regarde, c'est le crédit à la consommation. On en a des données hebdomadaires sur le crédit à la consommation, et le crédit se porte très bien. Donc j'ai envie de dire, quand le crédit va, tout va. Donc, il n'y a pas de point majeur, à mon avis, à se faire sur. Il n'y a pas de sujet véritable sur la consommation aux États-Unis. Certes, on a quand même un étiolement des supports budgétaires, notamment des allocations chômage extraordinaires qui sont arrivées à leur fin au mois de septembre. Voilà, on a un peu moins d'épargne puisqu'on a commencé un peu à déjà la dépenser. Mais néanmoins, voilà, le marché de l'emploi reste en très bonne forme. Il n'y a pas d'indication qu'il y aurait tout soudainement une baisse de régime de la consommation, avec le iota près que on sort quand même d'une année, notamment l'été dernier et en début d'année, d'une consommation qui a été juste exceptionnelle. Donc évidemment, il faut s'attendre
un peu une certaine forme de normalisation. Oui, la consommation des biens, notamment, ne pourra pas se poursuivre au rythme auquel elle s'est effectuée au cours des derniers mois et des derniers trimestres. Sur le plan de la politique, alors une des rares bonnes surprises de la COP26, nous disent les observateurs, on se satisfait de ce qu'on a, hein, c'est l'idée que les États-Unis et la Chine sont d'accord pour discuter des sujets climatiques. Il y a eu un agreement signé en ce sens entre les équipes américaines et les équipes chinoises, à quelques heures maintenant d'une nouvelle rencontre à distance entre Joe Biden et Xi Jinping, hein, au-delà des seules questions climatiques. Mais est-ce que cet accord US-Chine sur le climat, pour faire simple, à la COP26, est-ce que ça peut laisser préfigurer peut-être une forme de détente sur d'autres sujets commerciaux, pourquoi pas, entre Pékin et Washington, Thomas ? Alors c'est vrai qu'il y a un peu une vraie question et un vrai débat, notamment dans les marchés, sur potentiellement cette question des droits de douane, hein, puisque je rappelle que Joe Biden a maintenu la plupart des droits de douane qui avaient été mis en place par l'administration Trump, et beaucoup de personnes se disent si on veut lutter contre l'inflation aux États-Unis, commençons notamment par réduire les droits de douane qui s'appliquent sur les biens de consommation courants aux États-Unis. Donc là, il y a un vrai point. Moi, je pense que c'est peut-être un peu prématuré de voir une baisse de ces droits de douane, parce qu'évidemment, ils sont utilisés aussi comme un levier politique et géopolitique sur la Chine. Or, on sait que les sujets géopolitiques et politiques ne manquent pas. En particulier, là, il y en a quand même deux gros. Le premier, c'est le sujet de Taïwan. Et on sait notamment il y a encore quelques jours, on a eu une visite surprise de quelques membres du Congrès à Taïwan qui n'a pas du tout été appréciée par la Chine. Deuxième sujet, c'est aussi la question de la prolifération nucléaire, qui est aussi un autre sujet lourd. Et on est aussi dans une phase où l'opinion publique américaine est quand même globalement s'est retournée contre la Chine. Il y a quand même un sentiment de défiance au niveau quand on regarde les sondages, au niveau de la population américaine. Donc ça va être difficile, à mon avis, même si je comprends cette histoire d'inflation et de baisse du prix à la consommation via les droits de douane, ça va être quand même difficile de voir Joe Biden arrêter les tarifs des droits de douane exceptionnels sur les produits chinois. L'enjeu politique est trop fort pour simplement raisonner sur le plan économique, vous dites, Thomas. Je pense qu'on l'a c'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi pour passer en revue quelques-uns des enjeux américains, économiste senior US chez Pictet Wealth Management, qui est avec nous par téléphone. Ainsi se termine l'émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.